Après sentir qu'il y a des difficultés, ben on va creuser un peu plus loin avec l'accord de la copropriété. Et par contre, il y a aussi une action de prévention qui est liée à une information, c'est-à-dire c'est tout ce qui est remonté du terrain, et c'est un certain nombre d'actions que je vais vous présenter maintenant. Sachant que l'idée, c'est de pouvoir intervenir soit sur des actions qui sont transversales à tout le territoire, c'est-à-dire les permanences seront ouvertes à tous les copropriétaires. Moi, je préfère parler de copropriétaires que de copropriété. Donc, à tous les copropriétaires du territoire. L'observatoire des charges, j'y reviendrai parce qu'effectivement, je pense que c'est un levier important. Ensuite, il y a des actions qui peuvent être liées simplement à un type de copropriété, c'est-à-dire, effectivement, dans les copropriétés horizontales, bien informer les nouveaux acquéreurs qui rentrent dans une copropriété, donc ce que ça veut dire. Donc le POPAC peut aussi servir à ça. Et ensuite, il y a des actions qui sont liées à un ensemble immobilier. Donc on descend de plus en plus précis. Et je donnerai un exemple tout à l'heure, puisqu'on est déjà intervenu, enfin je suis déjà intervenu pour une copropriété de Noisiel. Voilà. Donc, là, il y a une petite astérix. Donc, c'est sous réserve de validation le 10 décembre. Donc la semaine prochaine. À partir de là, c'est des choses qui sont... première idée, donc informer, former, mobiliser. Donc là, c'est effectivement des permanences d'information qui vont se mettre en place à partir du premier semestre de l'année prochaine. Donc je pense qu'elles devraient être opérationnelles à partir du mois d'avril. Quel type d'information, s'il vous plaît? Pardon? Quel type d'information? Tout. Je peux vous répondre à tout, je vais me présenter après, vous allez voir, je peux faire pas mal de choses. Déjà. Après, ce que je ne sais pas faire, je vous trouverai les relais. Hein, là, mais voilà. Et je sais faire le café. Deuxième type d'action, des soirées, ce qu'on appelle les soirées de la copropriété, qui sont des soirées d'information et de formation. C'est-à-dire que l'idée est d'avoir aujourd'hui deux types de soirées. Le premier type de soirée, c'est des soirées très généralistes, c'est-à-dire que je vais être très franc, je pense que les gens de conseils syndicaux peuvent y apprendre des choses s'ils sont débutants. Voilà. Hein? Mais c'est plutôt, on va dire, du grand public et plutôt des gens qui arrivent dans la copropriété et qui veulent s'informer. Je pense que pour les conseils syndicaux, j'aurais plutôt tendance à dire, vous avez des questions, des problèmes un peu précis, c'est plutôt la permanence d'information. Ça ne sera pas les soirées d'information. Par contre, vous avez des gens qui sont un peu intéressés par la copro, etc., qui arrivent et que voilà, les soirées d'information peuvent servir à ça. Sachant que la deuxième idée de ces soirées de la copropriété, c'est aussi d'avoir des témoins qui viennent et donc eux pourront aller plus loin. C'est-à-dire, quand je dis témoins, c'est éventuellement un huissier, un avocat, un chauffagiste, voilà, pour qu'on aille un peu plus loin sur des questions. Toujours dans ce grand thème, dans cette grande famille, un forum annuel de la copropriété et des copropriétaires. Donc l'idée derrière ce forum, c'est que grosso modo, sur un vendredi après-midi et un samedi, les gens puissent avoir tout type d'informations. Donc, hein, ça c'est l'idée. Après, il va falloir que tout le monde joue le jeu. Troisième, dernière information, c'est effectivement ce qu'on a appelé un baromètre des charges. Donc, l'ARC, l'association des responsables de copropriété, dont parlait monsieur tout à l'heure, qui est une des deux grandes associations que moi je conseille, a monté un observatoire qui s'appelle Oscar. Facile, hein, voilà. Donc, ça veut dire que toute copropriété volontaire pourra, par le biais de la communauté d'agglomération et donc de notre intervention, avoir un audit de ses charges. Et l'intérêt de cet observatoire, c'est qu'il est double. Le premier, c'est que vous comparez vos charges avec des copropriétés similaires. C'est-à-dire que si vous avez un ascenseur, on ne va pas comparer vos charges avec une copropriété qui n'a pas d'ascenseur. Bah oui, non mais quand on regarde d'autres observatoires qui ont été mis en place à un certain moment, je vais dire, on comparait des choses qui étaient quand même très difficilement comparables. Donc, alors, Île-de-France, dans un premier temps, pour que l'objectif étant qu'en 3 ans, on arrive à avoir sur le territoire
entre 150 et 200 copropriétés qui adhèrent au dispositif, de façon à ce que ça devienne un observatoire local. Alors, c'est bien parce qu'il y a un représentant des syndics qui est là, donc l'idée c'est d'arriver à faire travailler ensemble les syndics et les copropriétaires. Après, l'expérience, et quand je me présenterai tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi je dis ça, c'est qu'on demande énormément de choses aux syndics. Donc, on a conscience, nous, en tant qu'opérateurs, de ce point-là. Par contre, je pense que sur les charges, on n'y arrivera que si tout le monde bosse ensemble. L'intérêt du baromètre, c'est qu'il n'y a pas besoin des syndics. Et quand je dis ça, c'est pas une boutade, c'est que on peut monter, j'allais dire, avec des présidents. Si les syndics sont coopératifs, on travaille avec eux. Si les syndics ne sont pas coopératifs, on travaille avec les copropriétaires et on a le même résultat. Donc, j'allais dire, l'intérêt de tout le monde, c'est qu'à la sortie, ça permet de voir, et je pense que ça peut être aussi un outil pour les syndics. Sachant que l'observatoire, l'idée, c'est pas de dire je suis bon ou je suis pas bon ou je suis pas bon. Un observatoire, c'est je me pose un certain nombre de questions. Et si jamais je ne suis pas dans la moyenne, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon, ça veut dire qu'il y a des raisons. Et il faut comprendre ces raisons. Une fois qu'on a compris ces raisons, on peut se dire on est bon, on n'est pas bon. Mais d'abord, j'allais dire, il y a un ordre dans lequel il faut aller. La conclusion de l'observatoire, c'est pas on est bon, on n'est pas bon, c'est pourquoi. Et une fois qu'on sait pourquoi, c'est effectivement on est bon, on n'est pas bon. Allez-y, allez-y. Je pense que votre approche, je dirais, vers les propriétaires est bonne pour moi. Enfin, mon expérience montre que le syndic ne fait rien. Il n'exécute que ce que le conseil syndical lui demande d'exécuter. Donc si le conseil syndical en fait n'est pas moteur, si le conseil syndical n'est pas dynamique, si le conseil syndical n'a pas ce genre d'informations, d'éléments de comparaison, le syndic va faire la gestion financière de la copro, je paye les factures, point barre. Ils ne vont pas réfléchir pour nous, donc ce genre d'outil peut nous aider à réfléchir. Mais c'est, à mon sens, c'est nous, le conseil syndical, à réfléchir et à pousser le syndic à travailler dans ce sens-là pour nous aider. Et je suis d'accord avec vous, s'il y a des copropriétés, il y a des copropriétés ici qui n'ont pas de syndic et qui fonctionnent très bien. Mais ce genre d'outil, elles ont un syndic bénévole. Elles ont tout un syndic. C'est pas pareil, mais je trouve que c'est intéressant. Alors voilà, donc l'idée du baromètre des charges, c'est effectivement un défi, je dirais, qu'on aura avec l'ensemble des gestionnaires et des copropriétaires du territoire du Val-Mobile. Sachant que l'idée, c'est de pouvoir, d'ici... Alors, non, attendez. Alors, pendant que je parle, je vais vous faire parler. Donc, un questionnaire par copropriété, parce que pour ceux qui sont venus en groupe, et par contre, si les gens veulent mettre leurs coordonnées par copropriété, ils peuvent le mettre au dos. Un petit questionnaire, voilà, qui permettra déjà de faire connaissance, puisque j'ai noté 2-3 petites choses, mais je ne suis pas sûr d'avoir tout noté au fur et à mesure. Donc comme ça me permettra de repartir avec un premier résultat, puis savoir aussi ce qui vous intéresse. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. J'ai fait simple, il n'y a qu'une feuille. Et il y a beaucoup de choses à entourer. Non, il y a beaucoup de choses à entourer. Voilà. Donc, ça c'est sur le chapitre informer, former, mobiliser, sachant qu'effectivement, une des idées par rapport à ce que j'ai entendu en termes de mutualisation, c'était notamment qu'il y ait un club des présidents de conseils syndicaux ou des copropriétaires. Donc ça, il y a encore des choses, je dirais, il y a des idées qui sont dans l'air et qui vont se caler au premier semestre de l'année prochaine. Donc, les permanences seront effectivement a priori plutôt sur rendez-vous, mais ça c'est prises soit en mairie, soit directement à la communauté d'agglomération. Sur les autres services qui seront offerts à partir de 2015, il y a effectivement des missions, ce qu'on appelait nous des missions d'appui thématiques. Quelqu'un me posait tout à l'heure la question de savoir quel thème serait abordé lors des permanences. Lors des permanences, on peut parler de questions juridiques, de questions d'impayés, de questions de charges, on peut parler de questions de travaux, voilà, on peut parler d'un certain nombre de questions, et derrière, en fonction justement de ce qui sera dit
en permanence et de l'espèce d'entretien qu'on aura, s'il y a besoin, il y a possibilité de mettre effectivement à disposition d'un syndicat de copropriétaires un appui sous forme de demi-journée. Voilà. Donc, à titre d'exemple, et je dirais, et en anticipant un tout petit peu le lancement officiel, on est intervenu récemment sur une copropriété de Noisiel qui avait lancé des travaux avec pas tout à fait tous les sous en poche. Donc la présidente du conseil syndical est venue voir la communauté d'agglomération et donc on a eu une rencontre de travail avec le syndic pour voir justement comment on pouvait en sortir. Hein, donc l'idée à chaque fois c'est de construire... voilà. Donc et là, c'est toute copropriété qui peut faire appel Non, non, parce que sinon, il y a un moment, on va être un peu débordé. Par contre, effectivement, suite à la permanence et en fonction de ce qui ressort des questions de la permanence, quitte à ce qu'il y ait un deuxième rendez-vous, si des fois la première, on va essayer de faire en sorte de ne pas déranger les gens deux fois, donc qui viennent avec un certain nombre de pièces. Simplement, l'entretien peut aboutir au fait qu'il y ait besoin de précisions complémentaires, et donc on verra à ce moment-là comment on fait, puisque pour l'instant, les permanences ne sont pas encore en place. Mais l'idée, c'est effectivement qu'on ait, à l'issue d'un entretien, qu'on puisse, soit on a répondu, soit il y a besoin, le problème est un peu plus compliqué, etc., et on passe plutôt sur la logique d'un appui thématique. Voilà. Les diagnostics multicritères, c'est plus grave. C'est-à-dire que, grosso modo, là, il y a un certain nombre d'indicateurs statistiques et de remontées de la part des communes qui font que, sur une copropriété, on pense qu'il y a des difficultés assez profondes qui sont en train de s'installer, et donc là, ils auront le droit à la totale. Justement pour vérifier après ce qu'il en est. Par rapport à tout ce qui a été dit aussi de la part des copropriétaires que j'ai entendu, on va donc travailler aussi sur un projet de cahier des charges de diagnostic thermique, sachant que la loi, ils vont être... Hein? Ah ben à la limite, vous noterez, vous me l'enverrez, puis éventuellement on peut aussi vous faire un retour. Ça fait partie des petites choses pour démarrer l'action. Hein? Voilà. Éventuellement, je vais le pomperai. Je vous mettrai des droits d'auteur. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut y jeter un coup d'œil de façon surtout à ce que par rapport aux différentes contraintes législatives qui vont arriver au fil des prochaines années, puisque la loi Allure va poser un certain nombre de choses en 2015, 2016 et 2017, de façon à ce que vous n'ayez pas deux fois à faire le même travail. Hein, c'est plutôt anticiper et regarder. Donc, l'équipe. Hein, j'avais dit tout à l'heure à quelqu'un qui me demandait comment ça s'écrit ce col-ci. C'est simple, hein, ça s'écrit comme ça se prononce. SOK-OL-SKY. Alors, je vais me présenter quand même un petit peu parce que... donc moi, ça fait une trentaine d'années que je travaille sur ces questions d'amélioration de l'habitat. Et ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur les copropriétés en difficulté. Et j'ai notamment été syndic de copropriété pendant 5 ans. Et je gérais 70 copropriétés en difficulté. Donc quand je parle de copropriétés en difficulté, c'était les copropriétés de la première couronne parisienne, plus précisément du 93. Vous savez de quoi vous parlez? Disons que c'est une bonne école. C'est une école un peu épuisante, parce que quand vous gérez des copropriétés qui ont payé 2 fois les travaux de toiture, et quand vous les reprenez, il n'y a pas d'argent et les travaux de toiture ne sont pas faits. Elles n'étaient pas toutes comme ça, je vous rassure, mais ça m'est arrivé. C'est vrai qu'on part de loin. Donc c'est une bonne école. Mais là, c'est l'escroquerie, là. J'allais dire, il y a prescription, donc c'est vieux. Mais voilà, donc on repart de loin, et donc du coup, effectivement, on travaille sur un certain nombre de choses sur lesquelles on travaille un peu moins régulièrement quand on travaille sur des copropriétés plutôt en bonne santé ou récentes. Et j'ai une formation de juriste et d'urbaniste. Donc, voilà. Donc en règle générale, effectivement, quand on demande un truc à un syndic, on sait si ça prend du temps ou pas. Voilà, ça permet aussi d'avoir un rapport de confiance. Et on sait aussi que le boulot de syndic n'est pas simple. Il faut l'avoir vécu de l'autre côté de la barrière.
Donc, ça c'est... Oui. Donc, globalement, je vais m'occuper... Donc, c'est moi qui serai aux permanences, sauf exception, c'est-à-dire que de temps en temps, j'aurai peut-être des empêchements, donc il y a quelqu'un qui me remplacera. Je fais les soirées d'information. Je m'en occupe parce que ça, j'aime bien. C'est ce que j'appelle mes numéros de claquettes. Donc, et en plus, ça permet d'entendre des choses, de savoir ce qui... Voilà. Je peux effectivement faire de l'appui à la gestion, sachant que l'équipe de la PIC peut le faire aussi. Et puis, j'aiderai la communauté d'agglo sur la préparation du forum et donc la mise en place d'un réseau d'acteurs locaux. L'idée étant qu'on a 3 ans pour mettre en place un réseau d'acteurs locaux qui fasse que dans 3 ans, je sois inutile. Ou presque. Voilà. Le presque est important quand même. Bien. Voilà, c'est ça. Ouais, non. Voilà. Donc, la PIC, pour faire simple, est un bureau d'études spécialisé qui travaille depuis une vingtaine d'années sur les copropriétés et qui intervient sur Torcy, donc dans le cadre de l'OPA de Torcy, où on travaille effectivement plutôt bien avec Philippe Duguès de la JF, entre autres. Voilà. Et donc sur le volet technique, on a choisi de s'appuyer sur la Socotec quand il y aura des diagnostics techniques à faire. Voilà. Mais ils ont aussi une partie de bureau d'études. Oui. Voilà. Sachant que sur le volet thermique, bon, on a quelques personnes qui sont bien et donc effectivement qui sur le cahier des charges vont nous aider à préparer le cahier des charges. J'ai fini. Super, je vous remercie beaucoup. Moi j'ai quelques petites questions qu'on va pouvoir échanger. Sur vos questions de permanence, alors déjà comment la formation elle va se faire, parce que là on est entre nous, mais à un moment donné, on avait décidé qu'effectivement il y aurait des permanences, on va dire par ville, et donc de privilégier la proximité. Voilà, privilégier la proximité, donc j'imagine qu'elle va se faire à la mairie de Champs, ou pas, après vous nous direz, mais voilà, comment ça va s'organiser, comment on va le savoir. Si vous pourriez revenir sur votre slide d'avant, ça me permettrait de continuer sur mes questions. Aujourd'hui, l'avant-dernière. Celle-là? Ouais. Aujourd'hui, on est quand même dans une foison de dispositifs, d'acteurs, où on a la loi Allure, effectivement, qui va engager un certain nombre de choses. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que l'AGLO va engager une démarche d'information avec un document, par exemple, qui présente c'est quoi la loi Allure, qu'est-ce que ça nécessite pour les copros, etc. Qui sont les acteurs intervenant sur les questions de copropriété, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Voilà, des choses comme ça sur lesquelles, voilà, c'est qui la PIC, c'est qui l'ANA, c'est qui le pacte Seine-et-Marne, c'est qui je sais pas quoi. Enfin, on a comme ça tout un tas d'acteurs, on ne sait pas trop quand on les appelle. Et du coup, ça pourrait être intéressant d'avoir une information sur les présenter un petit peu et puis savoir ce que la copropriété est en droit d'attendre par rapport à ce type d'acteurs. Et puis effectivement, la loi Allure qui va engager, qui engage un certain nombre de copros, voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer. Sur les questions de formation, c'est pareil. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est d'ores et déjà engagé en termes de thématiques que vous souhaiteriez aborder? Là, moi j'ai entendu, on va laisser de côté les questions de Rome et de sécurité qui relèvent plus, qui relèvent pas forcément de la ville, mais qui peuvent se gérer d'une autre manière. Pas de ma compétence non plus. Dans le cadre du programme donc du COPAC. Donc est-ce que voilà, il y a des thématiques que vous avez d'ores et déjà envisagé de réaliser. Là on est tous intéressés par l'idée de réhabilitation parce que c'est un poste qui coûte extrêmement cher. On sait qu'il y a des expériences qui sont menées sur le Val-Beaubuet et notamment aussi à Champs-sur-Marne, pas plus loin en face de Loré-du-Bois 4. Il y a eu une réhabilitation avec une isolation thermique par extérieur. Aujourd'hui on s'interroge, ça veut dire quoi, ça nécessite quoi, combien ça coûte, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça produit des choses, comment ça s'impacte. Et donc du coup, je pense que comme c'est des sujets qui vont,
qui nécessitent du temps en préparation, de l'argent et sur lesquels je pense qu'il faut que les conseils syndicaux soient proactifs aux côtés des familles, ça pourrait être intéressant aussi qu'on ait peut-être un sujet là-dessus. Peut-être en priorité, parce que comme c'est un travail de longue haleine, ça peut être intéressant qu'on ait déjà une base de quelque chose avec une expérience, quelques expériences qui sont citées, et puis effectivement une espèce de mini-formation sur ce que ça recouvre exactement. Est-ce qu'on peut en attendre? Parce que, moi je sais que vous travaillez à la ville de Paris dans les questions d'urbanisme, les questions d'isolation thermique, tous ces sujets de développement durable, ça ne produit pas forcément toujours ce qu'on escompte à l'arrivée. Donc voilà, on croit faire du développement durable et se dire qu'on agit pour la planète, puis en définitive, on n'y agit pas forcément. Donc voilà, ça pourrait être intéressant, vu vos expériences que vous avez. Voilà. Et je m'arrête là, parce que je moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment toutes ces informations vont être communiquées, mutualisées, etc. Ouais. On va prendre plusieurs questions, puis vous allez pouvoir y répondre comme ça. Globalement, Ouais. j'ai pas la tête pour. Hein. Je vous resynthétiserai. Transmission de l'information. Si vous avez tous essayé de faire plein de choses. Ouais, mais j'ai parlé du café. On va en prendre 2-3 qui vous répondrez. Allez-y. Je veux simplement savoir, vous êtes mandaté par le comité d'agglo, c'est eux qui... Oui. Je suis payé par la communauté d'agglo. Oui, pour 3 ans. Ok. Donc, juste une petite chose quand même sur l'information, la mutualisation. Vous avez vu qu'au travers des permanences, des formations, mais aussi on propose un événementiel là pour lancer les choses, et il y aura l'information dans le magazine du Maloué qui est distribué chez chacun d'entre vous les 2 mois, je crois. On propose aussi, pour échanger les expériences, notamment, et se renseigner auprès d'autres experts, entre guillemets, mutualisés sur les économies d'énergie, par exemple. Il y a aussi des choses sur la gestion de l'eau, il y a aussi des choses qui peuvent vous intéresser, même si ce n'est pas directement dans les thématiques informées. On propose un salon annuel des copropriétés. En gros, au travers de salon, c'est pas faire le salon d'étudiants, quelque part, mais c'est trouver une forme conviviale qui permette d'échanger pendant une demi-journée et avec différents professionnels, d'échanger des expériences, de rencontrer des gens qui peuvent vous intéresser, qui peuvent plus vous concerner à un moment donné, etc. On est une ère de la technologie. Est-ce que vous comptez peut-être mettre en place un site internet Alors, il y a ce genre d'information, puis avec un accès, peut-être, je sais pas, un accès mot de passe pour les différents présidents de propriétés, par exemple. Il y a déjà l'information globale, un certain nombre de choses qui sont sur le site de l'AGLO. Alors, monsieur, juste pour répondre à monsieur, moi j'ai fait un site pour notre copropriété où les propriétaires peuvent échanger des informations. Donc, on met en ligne des commentaires, des comptes rendus, etc., etc. Et pourquoi ne pas imaginer, même sur toute la ville, sur tous les acteurs présents ici, d'installer un site. Maintenant, avec des générateurs de sites, ça peut se faire très facilement. Après, il faut un peu de maintenance, il faut y passer du temps, etc., etc. Et pour la mise en commun d'expérience. Voilà, moi je serais d'avis. Alors, la bonne expérience d'une certaine. Voilà. De certains Sachant que sur un site, on ne peut pas faire ni l'apologie, ni la critique de professionnels, c'est risqué. Peut-être des accès aussi sécurisés avec. Ouais. Moi, on a un accès sécurisé aussi sur notre site. Donc peut-être qu'on va y réfléchir. Donc, je vais vous laisser mes coordonnées. Pour la formation, c'est un petit peu tôt pour que je vous réponde. Hein, j'allais dire, on a effectivement quelques idées, je dirais, de thèmes. Si les gens ont des idées, ils ont mon mail, ils peuvent aussi m'envoyer, j'allais dire. Et je pense qu'effectivement, je pense que la question des travaux, d'une façon générale, et notamment des bilans, globaux, qui sont aujourd'hui demandés, ça sera probablement un des thèmes du prochain forum, enfin du premier forum qui devrait avoir lieu à la rentrée 2015. Parce que je pense que voilà. Oui, septembre. La rentrée, pour moi, la rentrée, c'est la rentrée 2015. Je parle de la rentrée scolaire. Non, je ne parle pas du 1er janvier 2015. Faites
attendez, j'ai été missionné il y a à peine 15 jours, 3 semaines, donc laissez-nous le temps de préparer les choses. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a effectivement un certain nombre aujourd'hui de professionnels qui interviennent. Donc, une des idées, c'est d'arriver déjà, ne serait-ce que pour moi, enfin pour nous en tant qu'équipe et pour la communauté d'agglomération, à recenser toutes les sources d'information de façon à pouvoir pérenniser l'action après, c'est-à-dire c'est s'appuyer sur le local et non pas faire à la place d'eux. C'est-à-dire qu'à la limite, notre rôle, c'est de boucher les trous. C'est d'aller là où il n'y a personne qui aujourd'hui n'intervient. Il y a un certain nombre de... L'ADIL, par exemple, intervient et sur les questions juridiques peut répondre, apporter un certain nombre de réponses. La Maison de l'Environnement doit intervenir prochainement aussi, si ce n'est déjà fait. Là, je sais qu'il y a un projet de convention entre la communauté d'agglo et la Maison de l'Environnement, donc pour qu'il y ait de l'information, pour que voilà. Donc il y a surtout le volet thermique. Donc on a commencé à identifier un certain nombre d'acteurs et l'idée c'est effectivement de les recenser. Après, sous quelle forme ça sera restitué, ça sera aussi à la communauté d'agglomération de trancher. Pour l'information, donc l'information elle va circuler effectivement par les journaux locaux. Donc l'idée c'est déjà le Valmobu et Mag, donc ça là-dessus il y a un projet et un premier article qui est prévu. Il est clair que dans mon esprit en tous les cas, l'information elle redescend après dans les communes, c'est-à-dire que les journaux communaux peuvent en tous les cas, je ne veux pas dire doivent parce que c'est pas mon rôle, c'est pas de dire ce qui doit être fait ou pas, mais en tous les cas peuvent reprendre l'information, on peut leur en donner plus. Il y a une page internet qui est prévue sur le journal de l'agglo, donc sur le site de l'agglo, pardon, spécifique copropriété. Donc là aussi, il faut que je rencontre les gens de l'agglo pour savoir comment on peut la construire. J'ai 3-4 idées, mais après, il faut voir ce qui est possible. Et effectivement, dans cette page, j'aimerais bien qu'il y ait au moins des questions. C'est-à-dire questions-réponses. Voilà. L'idée du forum, de façon à ce qu'on réponde régulièrement, qu'on alimente, sachant que moi, j'ai prévu, effectivement, dans le cadre de cette page, de faire ce que j'appelle, moi, de l'alerte information, en disant, par exemple, 1er janvier 2015, attention, voilà les nouvelles obligations. Alors, je ne dis pas que je le ferai au 1er au 2 janvier, ça sera plutôt au 1er mars, mais en tous les cas, voilà, que vous trouviez, vous ayez aussi la possibilité d'aller chercher cette information. Et je pense qu'effectivement, ça va un peu se structurer aussi. Je ferai remonter, mais déjà je le dis là à notre vice-président en charge de la programmation de l'habitat, c'est que quand on va sur le site de l'agglo, par exemple, l'habitat n'a pas son onglet spécifique. Il faut aller dans le grand projet pour avoir le programme local de l'habitat. Moi, je trouve que c'est effectivement un peu dommage. Et si effectivement l'agglo veut être force de proposition et s'investir dans ces sujets-là, il faut que vraiment ça soit un sujet qui soit visible au même titre que les autres thématiques qui sont développées par l'agglo. Donc, soyez assurés que je vais vous remontrer moi aussi cette demande pour qu'effectivement... Oui, mais tout à fait. C'est pour ça que je la ferai remonter, parce qu'effectivement, il faut que ça soit visible pour l'ensemble. S'il faut cliquer 15 000 fois pour avoir les éléments, c'est pas possible. D'autres questions? Une question Pierre qui m'intéressait, c'est de savoir quelle est la gradation que vous avez pour indiquer une résidence qui est en bonne santé, très bonne santé, mauvaise santé, très mauvaise santé. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est votre avis à vous. Enfin, je vais dire après, moi j'ai un certain nombre d'indicateurs qui sont des indicateurs de gestion, qui sont des indicateurs sociaux, qui sont des indicateurs techniques. Et c'est en croisant ces différents indicateurs qu'on arrive à connaître l'état global d'une copropriété. Puis après, il y a aussi une part, entre guillemets, d'appréciation. Oui, il y a par exemple des résidences qui sont écoulées financièrement parce que les gens ne pas leur charge. Voilà, après, je vais dire en termes de gestion, alors, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a la gestion, c'est-à-dire pour moi la gestion, c'est comment le syndic gère la copro. Sur une question d'impayé, c'est est-ce que le syndic fait son boulot ou pas? Sachant que la justice est quand même relativement lente et que, effectivement, un impayé sur une copropriété de 100 lots, c'est pas forcément très grave. Sur une copropriété de 20 lots, c'est quand même, voilà. Le même impayé sur une copropriété, voilà. Ma question avait un but, c'était de dire, chacun d'entre nous, où est-ce que
moi, je ne peux pas me comparer avec une autre résidence parce que je ne la connais pas obligatoirement. Et chacun d'entre nous aura des difficultés de dire monsieur qui a en face de chez lui un café qui pose des soucis et puis un environnement qui pose des soucis, interfère sur sa résidence. Bien sûr. Donc peut être aussi un facteur de dégradation de la résidence, même si les charges sont payées. Donc ce sont des éléments qui ne sont pas forcément complètement objectifs, mais qui influent sur le devenir d'une résidence. C'est pour ça que je disais une gradation, c'est quoi une résidence en bonne santé, en mauvaise santé, par rapport à quoi, par rapport à quels événements, et aussi par rapport un des indicateurs, c'est vrai qu'un des indicateurs, je dirais statistiques, est notamment les prix de vente. Pardon ? Le prix de vente. Le prix du mètre carré, c'est un des indicateurs. Ouais, C'est pas le... on est dans une crise économique. Et Non, mais attendez, j'ai dit que c'était un des indicateurs. Vous voyez, par exemple, vous parlez du prix de vente, on sait que, j'y reviens juste parce que c'est lié à ça, mais c'est pas pour en rajouter dessus, la présence des Roms dans les quartiers où on fait une résidentialisation des quartiers, donc à Champs, interfère sur la meilleure possibilité de revendre des appartements. C'est-à-dire que si vous rénovez bien le quartier et que d'un autre côté, il y a tout ce qu'il faut pour pas donner envie aux gens d'y venir, ça interfère sur les prix de vente. Même si les logements sont en bon état, les immeubles sont en bon état, la gestion est bonne, le gestionnaire syndic est bon, et c'est vrai, c'est pas pour le sur les ponts, j'en avais parlé moi-même, très actif, très coopératif, très... Peut-être dans les indicateurs, il y a multicritères, parce que par exemple le nombre de copropriétaires occupants et le nombre de locataires de copropriétaires. Oui, de bailleurs. C'est quelque chose qui peut être un signal d'alarme. Parce que quelque part, quand on voit qu'il y a de moins en moins de propriétaires occupants, on a deux conséquences. La première, on peut se poser quand même une question sur le simplement pourquoi il y a de moins en moins de propriétaires occupants. On peut se poser des questions aussi sur quel avenir, parce que on sait d'expérience que les bailleurs sont beaucoup moins préoccupés par le quotidien et le cadre bâti, etc., que les propriétaires occupants. Encore que, moi je peux vous dire, dans la copropriété, il y a une personne qui s'en fiche de savoir si la façade elle est devenue verte à cause du vent du nord et qu'il faut les nettoyer, qu'il faut dépenser de l'argent pour mettre des vigies pour rentrer dans l'immeuble. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas envie d'investir financièrement, même s'ils habitent sur place. Et celui qui n'habite pas sur place, c'est encore pire. C'est dans ce sens-là que je fais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus ou les différents types de processus qui entraînent la dégradation d'une résidence. Savoir exactement comment on arrive à cet état de délabrement où les prix des logements baissent, ou enfin bref. Et puis aussi, comment faire prendre conscience aux résidents, aux propriétaires, du risque encouru. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient que leur pied carré, que leur logement, qu'ils entretiennent à peu près correctement, et puis ce qui est commun, ce qui donne l'aspect du truc, ils s'en foutent royalement, et voilà. Pardon ? Dans les questions que par exemple, un critère aussi qui doit être un critère d'alarme, c'est quand il n'y a plus de conseil syndical. Ah ouais. Quand il y a de moins en moins que ça repose sur une seule personne, etc. Ça arrive. Je ne dis pas que c'est le cas ici, mais ça fait partie aussi, quand vous dites le processus de dégradation, à un moment donné, moins il y a d'implication des habitants, plus effectivement on est en train de multiplier les facteurs pour qu'à terme on aille vers une catastrophe. De quelle nature, je ne sais pas, mais on aille vers une catastrophe. Par rapport à ce que vous dites, moi je trouve que les indicateurs, en fait, parce que on fait souvent, beaucoup de sociétés où l'État font des indicateurs pour faire des indicateurs. À la fin, il y a tellement d'indicateurs que personne ne peut les interpréter. Ce serait intéressant, c'est d'extraire des indicateurs dont vous parlez encore. On va voir quels sont ces indicateurs, mais d'extraire quels sont les éléments, les points clés qui répondent au point de monsieur, parce que ça, éviter que notre copropriété tombe dans une case de dégradation totale financière, de désuétude et autres, et que ce soit la fuite en avant,
ce serait intéressant de connaître les 3, 4, 5, 6 indicateurs qui sont pertinents à regarder pour éviter cette situation. Alors, si j'avais la réponse à votre question, je pense que je serais très très riche. Mais au-delà de ça, je vais quand même essayer de vous donner 2-3 pistes. C'est-à-dire que, bon, ce qu'il faut savoir, je parlais tout à l'heure de l'étude du pacte et du travail qui a été fait après, sur le côté observation. Je suis aujourd'hui assez convaincu que par l'observation, on a des pistes, je dis bien on a des pistes de quelque chose. De mémoire, dans la première étude, il y avait quasiment une vingtaine d'indicateurs. Ce qui fait que l'observatoire n'a jamais fonctionné. On est passé de 20 indicateurs à 5. D'accord ? Donc, ces indicateurs, c'est lesquels ? C'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, le prix de vente par rapport à l'agglo et par rapport à la commune. C'est-à-dire qu'on a été plus loin que ce qui avait été imaginé au départ, qui était juste l'agglo. On a dit non, il faut que ça soit l'agglo et la commune. Ça, c'est un premier indicateur. Deuxième indicateur, c'est le nombre de propriétaires exonérés totalement ou partiellement de la taxe d'habitation. C'est-à-dire, c'est les ressources des gens. Est-ce que dans la copro, il y a beaucoup de gens qui risquent d'avoir des problèmes ? Je ne dis pas qu'ils en ont, mais qui risquent, en tous les cas. Donc, c'est un indicateur, on va dire, plutôt financier, etc. Les indicateurs statistiques ne permettent pas de savoir, d'avoir d'informations sur l'état financier de la copropriété. Par contre, l'ANA, donc au niveau central, a mis en place, on va dire, des cartes du territoire sur lesquelles on sait si votre copropriété est dans un secteur dans lequel il y a des copropriétés potentiellement fragiles. C'est aussi un indicateur qu'on a fait prendre en compte. Ça, on peut le savoir, par exemple. Il suffit d'interroger après. Mais par contre, j'allais dire, vous savez, vous ne connaissez pas les adresses identifiées, mais par contre, vous savez si, voilà. C'est par îlot ? Je sais plus. Oui, c'est les iris, je crois. Mais très honnêtement, je ne vais pas réviser là avant de venir. C'est pas ça que j'ai révisé avant de venir. Hein. Donc voilà, ça c'est une première chose. Pour répondre à votre question, monsieur, je suis profondément convaincu que 95% des problèmes des copropriétés, quand on arrive à remonter le fil, viennent de problèmes de gestion ou de fonctionnement. C'est-à-dire que la dégradation technique, la dégradation bâtie n'est que la résultante de problèmes antérieurs de gestion ou de fonctionnement. Alors, quand je dis... Quand vous dites gestion, c'est quoi ? C'est le choix du mauvais travaux au mauvais moment Non, mais ça peut être simplement des assemblées générales qui n'ont pas été tenues à une bonne date, une copro qui est partie sous administration judiciaire, et on sait très bien que l'administration judiciaire pour une copro, c'est certainement pas la meilleure des solutions. Enfin voilà, des choses comme ça. Ça peut être des copropriétaires qui viennent pas aux AG, donc du coup, on est en... Par exemple, on a commencé à mettre en place avec Christophe, au bureau syndical, une espèce de tableau prévisionnel des investissements à réaliser. On sait que, on est dans un PPI, comme dirait l'administration, mais on essaye d'avoir une vision à long terme. Parce qu'on refait des terrasses de façon ponctuelle, mais du coup, est-ce qu'il nous reste encore d'autres terrasses à réaliser et combien ça peut coûter? Et donc, du coup, on a fait une visite comme ça, d'ailleurs, Christophe pourra en parler, puisque ça a été à l'initiative de ça. Et du coup, ça peut être effectivement intéressant comme outil pour justement essayer à la fois de planifier les investissements à faire, les urgences et les prioriser, parce que ce qui peut être... sans avoir un état des lieux complet, on peut imaginer que la priorité, ça soit tel travaux à faire, et qu'en définitive, c'est pas les travaux les plus urgents à faire, parce que voilà, il y a d'autres préoccupations qui peuvent être grandes, mais si on ne les a pas déterminées à l'avance, on ne peut pas le savoir. Et ça, le syndic, il n'est pas en mesure de nous donner si nous, on ne fait pas ce travail, parce que voilà, il ne le fera pas nos classes. Je suis d'accord avec vous, le syndic, son rôle, c'est pas ça. Par contre, le rôle de conseil d'un syndic, c'est effectivement de vous aider à programmer. À condition qu'il ne soit pas bouffé par d'autres choses et par 250 mails quotidiens du copropriétaire fou
ce que moi j'appelle le copropriétaire fou, parce que... Hein, non, mais parce qu'il y en a souvent quand même dans les copropriétés. C'est ça, c'est-à-dire que le problème, il est là, c'est-à-dire que... C'est que vous n'en avez pas. Si vous posez la question, c'est que vous n'en avez pas dans votre copropriété. C'est que vous êtes béni des dieux. Non, puis qui écrit, qui va contester, qui vient pas aux AG, mais qui va contester derrière. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs pathologies, mais voilà. Plusieurs pathologies, oui. On en trouve de plusieurs sortes, mais voilà. Mais pour en revenir quand même à ce que je disais, c'est-à-dire que je pense que quand on creuse les choses, alors il y a des syndics, hein, je parle pas pour celui qui est là, moi chez les syndics c'est pas compliqué, j'ai une position très simple, c'est pas le cabinet qui est bon ou pas bon, c'est le gestionnaire déjà, donc dans un même cabinet vous en avez des bons et des pas bons, donc ça c'est dommage, quand vous n'avez pas le pas bon, bah, l'objectif c'est d'avoir le bon, parce qu'en règle générale ça c'est assez vite, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que, effectivement, plus le conseil syndical ou plus les copropriétaires sont bons, et meilleur sera le syndic. Parce qu'effectivement, bah, je pense qu'on est tous pareils. Hein. Quand vous avez une pile de dossiers devant vous, bah, il y a des moments, il y a des choix à faire. Hein. Et les choix, bah, il est fait aussi en fonction de celui qui relance. C'est pour ça que je dis que mais par contre, il faut aussi éviter le copropriétaire fou. C'est-à-dire que celui qui fait 100... Enfin, moi j'ai vu des syndics qui recevaient 40 mails par week-end d'un copropriétaire. Donc, non, mais c'est clair que votre syndic, s'il est bon, la seule chose qu'il va avoir envie de faire, c'est de partir. Parce que c'est pas gérable. Voilà. Mais par contre, donc... À côté de la question du syndic, il y a aussi la question du fonctionnement de la copropriété, c'est-à-dire est-ce que les copropriétaires vont aux assemblées générales ou pas? Est-ce qu'ils prennent les décisions? Est-ce qu'effectivement ils sont en capacité de voter un budget que j'appelle juste? C'est-à-dire le nombre de fois où j'ai vu des assemblées générales où le syndic proposait un budget de 100 et en assemblée générale il y avait des copropriétaires qui faisaient en sorte qu'il soit voté à 80, mais c'est une connerie. Enfin, je veux dire, si le budget a été correctement préparé, c'est une connerie. Parce que derrière, ça veut dire que les copropriétaires vont se prendre ce que moi j'appelle le 5e trimestre, la régule. Voilà. Moi j'appelle ça un 5e trimestre. Comme vous avez des résidences qui s'entreprennent pour des raisons réelles, normalement, remise en état, qui coûtent très très cher aux propriétaires qui sont dans ces résidences, est-ce que ça peut être, même sous l'apparence d'une rénovation, d'une remise en état, d'un assainissement physique de la résidence, une planche vers la descente aux enfers financière d'un certain nombre de résidents qui, eux, subissent par l'obligation du vote majoritaire et qui sont obligés de reprendre. Alors après, ça c'est effectivement, j'allais dire, le problème des travaux, hein, non mais le problème des gros travaux, c'est effectivement, et je pense que pour ça, la loi Allure, en créant le fonds de travaux, va permettre de programmer les choses, sauf que ça sera efficace dans 10 ans. Oui, mais déjà, les fonds de travaux, il y a une obligation. Il y a déjà une obligation des fonds de travaux. Ah bah pas depuis longtemps. Parce que nous, ça fait des années qu'on... Non, mais vous l'avez, mais j'allais dire, légalement, il est obligatoire, il va être obligatoire. C'est bien pas bien, parce que nous, on avait commencé à faire plusieurs travaux au début, quand la copropriété s'est créée, parce que c'est une copropriété bâtiment vieux, copropriété jeune. Elle a 13 ans, je crois, peut-être 14 ans. Donc au départ, on a fait une provision de travaux, mais après on est rentré, donc on a consommé cette provision au moment où on a lancé les premiers travaux, mais depuis, on est en travaux en permanence. Donc en fait, on fait des appels de fonds pour faire les travaux. Si en plus il faut faire des appels de fonds pour la provision, c'est double punition. Non, mais... Ouais. Alors, moi, je me suis engagée sur un horaire. Je souhaite qu'on le respecte. Merci. Non, c'est pas jusqu'à la fin de ça. Mais ça va peut-être être frustrant parce qu'il va falloir qu'on s'en arrête là. J'imagine que vous
la teneur des discussions et des échanges, que cette formation en fait vous intéresse. Oui. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de voir, au niveau de la ville et avec l'aglo, comment on peut avancer. Ce que je sais, c'est que dès qu'il y aura des informations en termes de permanence, en termes de formation, etc., qui commenceront à voir le jour, on a les adresses de tout le monde, donc on vous les enverra de manière privilégiée pour qu'effectivement vous ayez déjà une information. Voilà, et on essaiera de structurer. Moi, j'aime assez ce type de formation-là. Je ne sais pas qu'on va se mêler avec les autres collectivités, mais si on peut voir avec l'aglo pour imaginer peut-être des moments comme ça, privilégiés, pour échanger sur des thématiques, ça pourrait être intéressant. On va y réfléchir. Juste attendre que le tâche soit passé. Je retiens aussi l'idée qu'il y a des problématiques, mais ça, je vous propose, c'est qu'on voit 2 secondes comment on peut. Mon souhait, c'est que, voilà, on est une équipe, il y a des collègues qui sont chargés plus particulièrement de certains secteurs ou de thématiques. Sur la question de la sécurité, par exemple, tranquillité publique, etc. Moi, je souhaiterais qu'on ait des échanges avec vous et puis sur place. J'ai initié, moi, dans la précédente mandature, un gros travail, on a initié, d'ailleurs ça a été fait aussi dans d'autres secteurs, et notamment Monel, un gros travail de lien et de relation avec la police nationale, parce qu'on est sur des sujets quand même qui sont de compétences de police nationale, pas de compétences municipales, mais on a initié ces échanges-là. Moi, je peux vous assurer, alors c'est jamais acquis, parce que des différents qui sont extrêmement mouvants et qui sont difficiles à résoudre, parce que, je veux dire, comme dit la mère, quand il y a des problèmes de drogue, c'est aussi qu'il y a des consommateurs. Donc, du coup, c'est un fléau qui est extrêmement difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on soit actif, mais on doit être actif ensemble. Ça veut dire vous, nous, mais y compris la police nationale. Et donc, du coup, on a initié ces rencontres sur le Bois de Grâce. Alors, voilà, ça va, ça vient, mais on a essayé, par exemple, sur les résidences de la Tour et de la Lisière, d'enrayer les problématiques. J'ai eu aussi des copropriétaires qui m'avaient appelé durant l'été parce qu'il y avait effectivement des ventes du fait qu'on réhabilitait le Bois de Grâce. Les problèmes s'étaient déplacés sur la résidence et notamment la petite allée voilà. Et donc du coup derrière la place du Bois de Grâce, et donc du coup on a fait intervenir la police, on a vraiment martelé, on s'est fait les relais, mais ça veut dire qu'il faut que aussi vous soyez aussi des relais auprès de la police nationale, parce que si nous on est les seuls à le dire à la police nationale, ça ne va pas le faire. Donc on a fait ça, et donc du coup la police nationale s'est beaucoup mobilisée. Et du coup, ça a permis aussi d'enrayer ces problèmes-là. Ça ne veut pas dire qu'ils apparaîtront à un moment donné ou pas, mais voilà. Donc, du coup, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on continue et qu'effectivement, sur les quartiers où les problèmes sont un peu plus criants, c'est qu'on essaie de voir avec mes collègues qui sont sur ces secteurs-là comment on peut envisager au moins des rencontres pour que les quelques locataires et la police nationale déjà peuvent se rencontrer, échanger, discuter, pour qu'ils puissent se comprendre l'un et l'autre. Et que la police nationale vous explique, parce que peut-être il y a des arrestations qui se font un peu gros, c'est-à-dire, mais le temps d'une enquête, le temps qu'ils sont, etc., ils sont plutôt discrets et ils laissent plutôt se faire les choses. Non, je parle de la police. Donc, à un moment donné, il y a certainement des choses à échanger avec ceux qui sont en charge des enquêtes, etc. Ils vous trahiront pas ceux qui sont en train de faire. Par contre, effectivement, ils peuvent vous expliquer qu'ils sont en train de travailler sur les dossiers, etc. Et ça, c'est des choses, les différents temps ne sont pas les mêmes. Eux, s'ils mettent plusieurs mois pour une enquête, effectivement, au quotidien, c'est assez long et c'est assez long. Je veux dire aussi que, pour ma part, moi, je viens régulièrement les voir au commissariat de chambre, je suis d'Alutel, qui est le responsable du poste. On échange aussi sur ce qui se passe, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on fait. C'est pas de la photographie
de délation. C'est juste dire, tiens, on a un souci qui est en train de s'installer à un endroit, sachez-le. Et plus, il est réactif. Et il y a un travail en commun, c'est-à-dire on protège, en fait c'est notre ville. Exactement, exactement. Et par contre, il faut aussi faire très attention, c'est que comme les gens ne voient pas forcément la police tourner, etc., j'entends beaucoup de copropriétaires de chez nous qui disent de toute façon, vous les appelez, ça ne sert à rien. Alors, c'est pas vrai. C'est ce que je dis. Moi, je me bats là-dessus dans ma copropriété, parce que quand j'entends des gens comme ça me hérisse, parce que moi, j'y suis allée au mois de novembre, je suis allée 3 fois pour déposer plainte. J'ai fait un dépôt de plainte, je n'ai pas fait une main courante. Et en effet, c'est ce que m'a dit le commissariat, il faut absolument que les gens viennent, qu'on ait un dialogue et qu'on téléphone ou qu'on se fasse connaître. Ce qu'on relève dans les assemblées générales, hein, on parle aux gens, mais vous savez, mais aussi des gens qui vont leur dire, il y a ceux qui ont peur, voilà, il y a ceux qui ont ça. il y a ceux qui n'ont pas envie d'avoir peur. Ok, bah écoutez, moi je vous remercie beaucoup. J'ai eu déjà 2 demandes d'avoir le PowerPoint, donc je vais attendre le comité de pilotage de la semaine prochaine, de façon à ce que, etc., je le transmettrai donc à la ville qui se chargera ensuite de le transmettre à tout le monde. Moi je sais que dans les envois mails que la ville a envoyés, vous avez mon adresse mail, normalement qui a été communiqué à tout le monde. Donc si vous avez besoin d'un contact, d'un échange, etc., je suis à votre disposition, en sachant que je travaille, je suis salarié de la ville de Jean, et donc merci monsieur. C'est un petit peu de mode organisationnel, mais je vois que vous avez commencé, si vous pouvez.